Salut Lionel, ça va? Bonjour Thierry, ça va, merci. Bon, ici on est en Isère, on est en train de voir une récolte de maïs. Il fait beau, tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Alors, je viens de découvrir le corn picker, la récolte, voilà, on va en voir un petit peu dans la vidéo. Mais ce qui est intéressant de voir avec toi aussi, c'est, alors tu as une spécialisation, oui, en maïs semence. Donc c'est une production un petit peu particulière, entre autres que tu fais par l'union de coopératives, hein, c'est ça pour l'union de coopératives? Tout à fait, ouais. Alors, oui, en effet, c'est une culture particulière, mais en même temps très présente sur le secteur, et notamment le secteur sud-est de la France, Drôme, Isère, Ardèche, Vaucluse. Voilà. Et on est associé en union de coopératives par le biais, donc c'est l'union de coopératives Top Semence, où on est 13 coopératives de cette région sud-est à être associées pour mettre en place des contrats de production de semences, maïs, blé, pomme-poil, soja, pois chiches. Qu'est-ce qu'on a? De l'ail aussi. Beaucoup de choses quoi. Beaucoup de choses, voilà. Bon, je voudrais en savoir plus sur pas seulement la récolte, mais aussi la production. Production de maïs. On va peut-être se rendre à un autre endroit pour voir comment tu travailles. Plus au calme, on va récolter. Allez, pas de souci. Dis-moi, tu peux m'expliquer un petit peu le maïs semence et puis on verra un petit peu peut-être comment on récolte justement ce maïs. Ouais, je vais t'expliquer Thierry. Alors déjà c'est une culture qui est sous contrat, donc il y a une technique par variété à avoir et qui nous est imposée. Donc l'idée du maïs semence, c'est de croiser deux variétés différentes, d'une génétique différente, pour donner naissance à une nouvelle variété. Ça s'appelle l'hybridation? Ça s'appelle l'hybridation et c'est un croisement naturel par le vent. Par le vent? Par le vent. Donc pas d'abeilles. Il n'y a pas d'abeilles qui servent à la pollinisation du maïs semence. Parce que l'abeille n'est pas attirée par ce... Elle n'est pas attirée par le pollen du maïs. Par le pollen du maïs, d'accord. Donc ça doit se faire naturellement. Et alors donc c'est semé en 5 rangs. Alors ici, on appelle ça des lignes de semis. Donc j'ai deux femelles qui sont d'une variété, un mâle qui est d'une autre variété, deux femelles, deux mâles. On appelle ça l'interplanting. D'accord. Donc l'idée c'est d'avoir des mâles le plus possible répartis au milieu des femelles à différentes dates pour qu'il y ait une fécondation dans un temps. Donc tu peux semer en 6 rangs, mais tu as 2 rangs à chaque fois dans les 6 rangs qui sont... Voilà. Donc sur les 6 rangs par exemple, on va semer les 4 premiers en femelles. Et dans les jours qui suivent, on va semer un premier mâle. Et quelques jours après, encore un deuxième mâle. Tu sèmes pas ça en même temps? Non, il ne faut pas. Il faut qu'il y ait du pollen régulièrement pendant la floraison femelle. Donc pendant la sortie des soies, il faut qu'il y ait du pollen mâle présent à ce moment-là. Donc pour bien cadrer la fécondation, il faut des dates de semis différentes. Donc après, tu as un système, tu es obligé de castrer donc, les mâles? Alors, non, les femelles. On castre la fleur mâle de la variété femelle, comme on appelle ça. Qui va réceptionner. Voilà, parce que le maïs, donc, il a deux sexes, le mâle qui est la fleur en haut, et la femelle qui est la soie. La soie, qui est donc, juste au-dessus de l'épi, quoi. Voilà. Donc on veut que le pollen, il tombe. Donc on ne veut pas qu'il s'auto-féconde, donc on ne veut pas que le pollen de cette même variété tombe sur ses propres soies. On veut que ce soit la variété d'à côté qui vienne féconder cette soie-là pour donner naissance à un nouveau grain. Donc tu es obligé de couper ça, alors tu as un équipement, mais tu as aussi du monde derrière pour le fignolage, j'allais dire la finition, c'est ça? Voilà, alors en contrat, là, j'ai 120 hectares en production de maïs semence, donc j'ai 2 machines. On a, suivant les années, une trentaine, 30-40 personnes pour faire la castration manuelle, parce que la machine enlève de 80 à 95% des fleurs. D'accord, donc il reste toujours à épurer à la fin? Pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autre solution que de finir à la main. D'accord, bon. Par contre, la récolte se fait pas à la main, elle se fait à la machine. On disait aussi, on peut éventuellement récolter avec une batteuse classique, voilà, avec un pick-up spécifique. Mais là, c'est un corn picker, c'est ça? Ouais, c'est un corn picker. Qui est spécifique à cette récolte-là. Voilà, un corn picker bourgoin, donc il n'y a que Bourgoin qui font ce genre de machine. Et qui, on ramasse en épi. On a obligation de ramasser en épi. Le but, c'est de trier l'épi à la main. Travailler à la chaîne, donc les épis passent sur un tapis, on sélectionne les mauvais ou ceux qui sont à moitié pourris ou abîmés par les insectes, voilà, donc ça part aux déchets. Tu me disais, la difficulté c'est que de temps en temps, si tu as un épi pour une raison de croisement ou quoi qui n'est pas tout à fait dans la norme, il faut le retirer, donc c'est plus facile de retirer un épi qu'un grain, quoi. Mais voilà, une fois que c'est pris à la batteuse, si on y fait avec la batteuse, tous les grains sont mélangés, on peut pas le voir. D'accord, alors que là tu peux avoir un triage et après c'est remis
Alors, c'est trié, après c'est remis en case pour être séché et mis aux normes, parce que là on les ramasse, on va dire de 30 à 40 d'humidité, c'est un peu la période idéale pour la récolte. Et après, donc ensuite c'est mis en case, c'est ramené aux normes, et en fait, après c'est séché. C'est séché et trié, et tous les grains cassés, c'est expédié, c'est en déchets. D'accord, voilà. D'accord. Alors pour produire ça, alors tu es en zone à enjeu haut, si j'ai bien compris, c'est ça? Je suis chez nous, là on est en zone vulnérable. Vulnérable? Zone vulnérable, ouais, donc au niveau de la qualité de l'eau. D'accord. Alors donc tu dois faire attention à ce que tu fais. Alors ici tu as fait le choix d'investir sur du système pivot. Enfin là on en va-et-vient. Ouais. Pour faire des économies, tu as des limitations en quantité d'eau? Alors le choix de cet investissement, il n'est pas forcément pour la qualité de l'eau, mais pour la quantité. La quantité, voilà, d'accord. Parce qu'on a des quotas d'eau à respecter depuis quelques années. Donc on est à peu près actuellement, par rapport à la politique d'usage, on serait environ à 1700 m3 hectares d'eau autorisée. Hein, voilà, donc c'est limite acceptable. C'est un choix aussi de limiter. Voilà, donc par le biais de ces rampes ou de ces pivots, on a quand même une économie d'eau pas négligeable, hein, qui sont durs quand même à quantifier, mais j'estimerais peut-être dans l'ordre de 15%, sans trop m'avancer, environ 15% d'économie d'eau. D'accord. Voilà. L'avantage, c'est qu'on a aussi moins d'évaporation, on peut arroser, même si ça souffle un petit peu, on peut arroser plus facilement et laisser les enrouleurs libres pour arroser de nuit, où il y a moins d'évaporation et moins de vent. D'accord. Voilà. Ok, ouais, c'est un choix aussi à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas que ça qui a fait comme évolution sur ton exploitation depuis quelques années. Tu es aussi chasseur, donc tu fais attention à tout ce qui est gibier. Ouais. Et tu m'expliquais qu'au niveau, voilà, il y a eu des remembrements, donc vous avez des parcellaires qui sont assez conséquents, mais tu as essayé d'adapter aussi avec des bandes enherbées, avec de la luzerne, avec des haies, pour que ça j'allais dire, ça soit cohérent globalement, pour que voilà, la faune puisse se développer ici aussi. Ouais. Quoi. Donc depuis les années 2000 à peu près, j'ai commencé à mettre ça en place. Il y a eu le remembrement chez nous dans les années 90, en 90-91. Donc il y a eu quand même quelques haies qui ont été arrachées. Mais moi j'en ai planté au-delà de ce qui s'est arraché. D'accord. À des endroits qui ne me gênent pas pour cultiver. Ouais. Tu as adapté à ton territoire. Parce que bon, les exploitations malgré tout sont agrandies, elles sont remembrées. Hein, il y a 20 ans de ça, j'avais 150 hectares, j'en ai bientôt 250. Voilà, donc maintenant je suis en période de croisière, mais bon, il a fallu aménager donc un nouvel assolement. Et l'idée donc c'était de réimplanter des haies, et au bord de ces haies donc mettre des bandes enherbées qui servent en même temps de bandes tampons pour limiter le ruissellement, le lessivage. Voilà, et donc on joint l'utile à l'agréable. Tu as dit que j'étais chasseur, donc voilà, en même temps, donc on apprécie d'avoir des grives, parce que il y a beaucoup de choses dans ces haies. Il y a des pommes sauvages, enfin il y a tous les arbustes, des chênes, du bouleau. D'accord, il y a des essences qui ont été choisies. Il y a une vingtaine d'essences qui viennent déjà naturellement chez nous. Et donc là, l'idée c'était de faire des buissons, là, comme vous avez ici là. Ok, alors tu as aussi, tu mets en place des bandes enherbées, tu as des espaces qui sont, j'allais dire, végétalisés, ouais. Tu as mis la luzerne, ça fait partie des réflexions. Le but, c'est pas d'intensifier, c'est d'optimiser chaque secteur. Alors j'ai vu un petit peu au niveau des sols, parce que là tu es en train de construire un bâtiment, et on voit que au niveau profondeur de sol, on a 25. Ouais. Là en dessous, c'est du caillou et pas que du petit. Hein. Ouais. Il y a des ballons de rugby qui sont costauds, mais on ne traverserait pas le terrain avec. Ouais. C'est plutôt pas mal. Donc quelque part, voilà, tu as adapté aussi par rapport à l'irrigation aussi tous ces choix j'allais dire, de t'adapter à ton environnement. J'ai acquéri au plus possible les parcelles. Hein. Donc déjà du fait que c'est en production de semences, il nous faut de la place sur les extrémités pour pouvoir tourner. Parce qu'on ne sème pas les bouts. Ouais. Donc il nous faut de la place. Donc l'idée c'était de mettre tout en herbe celle-ci. Et puis on a beaucoup moins de croisements aussi pour l'irrigation quand on arrose. Parce que les rampes elles arrosent au carré. Hein. Donc pas de recoupement en eau, donc pas de gaspillage. En traitement de même. En engrais de même.
donc au plus possible acquérir les parcelles. Et comme il nous faut de toute façon des SIE pour la PAC dans nos déclarations, donc toutes ces surfaces-là, je les mets en les SIE, optimises aussi par soit en rapport herbe, soit en luzerne. Par rapport à la réglementation, quoi. Voilà, donc moins d'intrants, voire pas du tout sur ces parcelles-là. Après, tu me disais, ouais, au niveau phyto, alors tu fais partie d'une démarche aussi avec, avec Visée Zéro Impact et tu utilises aussi l'application Calicible pour arriver à gérer aussi les autorisations en fonction des zones où tu te trouves. Ça te permet d'avoir une approche un peu plus technique et réelle par rapport aux réglementations, c'est ça? On est dans une zone très diversifiée, donc autant il y a de l'arbo que du maraîchage. On a aussi des cours d'eau quand même assez présents. Ouais. Donc avec l'outil Calicible, ça nous permet c'est un aide à la décision sur le choix de produits, les distances qu'on peut appliquer par rapport aux cours d'eau, par rapport aux cultures voisines, voilà, notamment pour le S-métolachlore qui est chez nous problématique qu'on retrouve dans nos nappes phréatiques. D'accord. Donc voilà, c'est un outil qui est sympathique à utiliser et voilà, qui te donne un petit coup de main. Ça correspond bien à ton esprit, comme j'ai pu découvrir depuis le début, où ok, on cultive, on produit, on essaye de faire du beau, du bon, mais aussi économiquement quelque chose qui fonctionne, mais on prend en compte bien l'environnement et puis les réglementations aussi pour essayer de s'adapter et être le plus propre possible. C'est pas forcément le maximum, c'est l'optimum, tout en préservant le maximum l'environnement, quoi. Ok. Voilà. Ok, alors quand on parle d'environnement, j'ai pu voir aussi le responsable de chasse ici dans ton secteur, Jean-Pierre. Je vais aller l'interviewer pour aller lui poser la question de savoir ce qu'il pense, j'allais dire, de ses actions et voir un peu cette liaison agriculture et chasse dans ce secteur-ci, parce que c'est vrai que c'est souvent assez lié et je pense que ça peut être intéressant de voir. En tout cas, merci de m'avoir présenté ça. Merci à toi Thierry. Et puis on va voir Jean-Pierre tout de suite. Merci. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Thierry. Alors on vient de faire une très jolie visite chez Lionel. Alors qu'est-ce que tu peux me dire toi, j'allais dire, de ton avis en tant que chasseur, hein, on verra un peu qui tu es après, sur toutes ces actions qui ont été mises en place? Ce que je peux dire, c'est que moi je connais Lionel depuis très très longtemps. Je veux dire, c'est un agriculteur qui est très investi, notamment au niveau des surfaces, et en particulier des surfaces qui vont être favorables, je dirais, pour la reproduction et donc les espèces. Et Lionel, je veux dire, a implanté depuis de nombreuses années et dernièrement également donc des haies. Je veux dire, qui permettent la prolifération, la nidification, l'endroit de recueillement au niveau des espèces. Et je veux dire, c'est très favorable, je dirais, pour le milieu des chasseurs. Donc on est en étroite collaboration avec eux, de manière à pouvoir trouver toujours les meilleures solutions. Ok, vous avez créé une synergie parce que tu es aussi responsable au niveau chasse, c'est ça? Alors, je suis président de la société de chasse dans laquelle nous habitons. Voilà, on a toujours des idées en commun. Je veux dire, même si moi j'ai des idées, je les partage avec lui. Lui me fait part de ses idées. On voit ce qui est possible de faire. On a des cultures intermédiaires également avec l'aide de la Fédération des chasseurs de l'Isère qui sont proposées au niveau des cultivateurs qui viennent, je dirais, les implanter en tant que piège à nitrate. Donc ça, tout ça, c'est pour, je dirais, pour les espèces. Et je dirais pour le terroir également, et on est toujours dans cette optique, je dirais, d'avoir un respect et je dirais un environnement complètement adapté, je dirais, au milieu de l'agriculture et au milieu de la chasse. Ok, alors je sais pour ceux qui nous écoutent, il y en a qui sont très amateurs de chasse, mais il y en a qui sont peut-être un peu plus éloignés. Bien sûr. Alors en tant qu'agriculteur, on peut se rapprocher aussi des fédérations parce qu'il y a beaucoup d'actions. Hein. Moi dans mon secteur, pour les haies, pour les couverts, j'allais dire faunistiques, donc il y a des aides, il y a des accompagnements. Tout à fait. Et puis on parlait justement tout à l'heure d'une application qui est plutôt destinée au grand public, parce que si nous agriculteurs on communique vers le grand public pour essayer d'expliquer notre métier, les chasseurs aussi ouvrent quelque part. Voilà, alors ça s'appelle comment cette application? Cette application s'appelle ChasseAdapt. Elle a été, je dirais, instaurée par notre fédération. En tous les cas, nous, on a eu les répercussions, je dirais, des fonctions de cette application par notre fédération. La nature est à tout le monde. Et ChasseAdapt permet à n'importe quel néophyte, promeneur, vététiste, randonneur, de savoir à quel endroit peuvent être organisés des battues. D'accord, donc de savoir où c'est les endroits où, à la limite, il vaut mieux éviter à un moment donné,
pour se concentrer ailleurs? Oui, dans tous les cas de mesure, oui. Ça permet, je dirais, aux personnes, aux promeneurs, d'avoir, je dirais... l'esprit tranquille quand ils vont quelque part. Et de se déplacer en connaissance de cause. Cependant, je souhaite, je dirais, évoquer le fait que malgré l'image, je dirais que certains peuvent avoir des chasseurs. Nous sommes des gens, pour la majorité d'entre eux, et en particulier avec ceux qui les dirigent, des gens de communication. La nature est à tout le monde. Quand il y a des organisations de battues et qu'il y a des promeneurs ou des vététistes, la moindre des choses pour les uns et pour les autres, c'est la politesse. Et deuxièmement, je veux dire, on suspend une battue de manière à ce que les gens puissent se promener pour respecter que chacun sereinement puisse... et que eux puissent également, je dirais, favorablement, je dirais, se déplacer et je dirais ne pas venir embêter les chasseurs qui sont sur le lieu, puisque la période est relativement courte de présence sur le territoire. Mais Chasse Adapt permet aussi voilà, d'être, j'allais dire, en acquis de conscience, de savoir ce qui se passe et puis d'avoir une ouverture. Je trouve que c'est une démarche intéressante. Absolument, absolument. Ok, bah merci beaucoup pour cette présentation. Alors pour tous ceux qui ont vu cette vidéo, qui trouvent ça intéressant, mettez-moi un commentaire, n'hésitez pas. J'aimerais bien savoir votre avis aussi sur voilà, les relations, comment on peut améliorer les choses pour faire avancer les choses entre l'agriculture, l'environnement et puis aussi la chasse où on a des actes en commun à avoir. Voilà, donc ça m'intéresse, mettez un commentaire là-dessus et puis nous on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Allez, ciao!